L'information génétique. Alors au début de la vie, l'organisme de la vache, tout comme celui de l'être humain, est composé d'une seule et unique cellule, la cellule œuf issue de la fécondation. Petit rappel de ce qui a été vu donc sur la procréation et la sexualité. Donc effectivement, pour pouvoir avoir un être vivant, il va falloir un gamète mâle, ici donc un spermatozoïde, et un gamète femelle, donc ici qui est l'ovocyte. Le spermatozoïde donc, va s'introduire dans l'ovocyte et ceci va permettre la formation d'une cellule œuf qu'on peut aussi appeler donc le zygote. Alors comme on peut le constater, dans le spermatozoïde, on va avoir la moitié du patrimoine génétique que l'on retrouvera dans le zygote. Et dans l'ovocyte, on va avoir donc l'autre partie du patrimoine génétique. Donc le zygote, eh bien, il est bien formé de la moitié du patrimoine génétique qui se trouvait dans le spermatozoïde et la moitié du patrimoine génétique qui se retrouvait dans l'ovocyte. Juste après la fécondation, à partir de cet unique œuf, on va avoir une multiplication cellulaire. Donc ça veut dire que dans un premier temps, l'entièreté de l'information génétique se trouve uniquement dans le zygote. Celui-ci va se multiplier par 2, donc c'est-à-dire que dans les deux cellules, on va avoir l'entièreté du patrimoine génétique. Puis ces deux cellules vont de nouveau se diviser par 2, donc ce qui fait qu'on va en avoir 4, puis 8, puis 16, puis 32, etc. Chacune des cellules formées va avoir l'entièreté du patrimoine génétique à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport maintenant à tout ce schéma? Donc, première chose, en fait, ici, ce que moi je vous montre, c'est en fait un clonage d'un veau pour pouvoir permettre de bien comprendre où se situe l'information génétique. Donc, dans la nature, forcément, ça ne se passe pas du tout comme ça, puisqu'on l'a vu juste avant, qu'on a bien l'union d'un spermatozoïde qui vient du père et de l'ovocyte qui vient de la mère, qui vont donc s'unir pour former un nouvel être vivant qui sera donc lui-même unique. Alors ici, dans ce cas-là, on va avoir donc d'abord une vache brune qui va donc être donneuse, c'est-à-dire qu'on va prélever sur elle des cellules œufs qui ont été formées. Mais attention, on va l'énucléer. Alors énucléer, ça veut dire enlever le noyau donc de la cellule. Donc ici, vous voyez, on a sa cellule œuf et on a enlevé le noyau, ce qui signifie qu'on va obtenir une cellule œuf, mais cette fois-ci sans noyau. Par contre, pour la vache avec les taches, on va de nouveau prendre aussi une de ces cellules, sauf que là, effectivement, n'oubliez pas que donc toutes les cellules de cette vache contiennent l'entièreté du patrimoine génétique. Donc ici, on va retirer uniquement le noyau. Donc on isole ce noyau et on va l'introduire dans la cellule œuf de la vache brune. Alors une fois que ceci est fait, donc on va greffer le noyau de la vache avec des taches dans la cellule œuf de la vache brune. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc cette cellule va se diviser, elle va former un embryon et on va faire une insémination artificielle. Ça veut dire qu'on va introduire cette cellule œuf dans une troisième vache, donc dans une vache encore d'une autre couleur qui cette fois-ci sera blanche. Lors de la naissance du petit veau, on constate ici que le veau va avoir des taches. Okay? Donc, dans l'expérience ci-dessus, où se situe l'information génétique dans nos cellules? Eh bien, l'information génétique va donc se trouver dans le noyau de la cellule. Car effectivement, on se rend compte que quand on implante le noyau de la vache avec des taches dans la cellule œuf de la vache brune, on va bien obtenir un petit veau identique à celle-ci. Donc la vache ici est vraiment exactement la même que le petit veau avec les taches. Et donc effectivement, la vache brune donneuse de la cellule œuf sans noyau et la vache porteuse, n'oubliez pas que la vache porteuse était blanche, n'ont pas d'influence sur la transmission de la couleur du veau. Donc c'est pour ça par exemple dans le cas où on a un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et qui fait appel à une mère porteuse, donc si on prend le spermatozoïde d'un monsieur A et de sa femme madame A, on obtient une cellule œuf A. Si on le met dans le corps d'une femme B, eh bien en fait l'enfant qui va naître sera bien biologiquement le bébé du couple A.
et non le bébé de la femme qui l'a porté. Donc ça, c'est vraiment bien pour comprendre effectivement que l'information génétique se trouve entièrement dans effectivement les cellules et donc dans le noyau. Innocenté par l'ADN après 35 ans de prison. Alors James Bain avait été condamné en 1974 par un tribunal de Floride et il vient d'être libéré, après 35 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il avait toujours nié. James Bain est enfin libre. La justice de Floride a accédé à sa demande d'une expertise ADN qui l'a totalement innocenté. Son ADN ne correspondait pas aux traces laissées sur la scène de crime. Donc, quelle information donne-t-on dans ce texte à propos de l'ADN? Eh bien que l'ADN est propre à chaque individu. Ça veut dire que les millions et les milliards de personnes sur notre planète ont un ADN qui leur est tout à fait propre. Alors, il existe cependant une exception. Ce sont les jumeaux. Donc, les jumeaux qui sont issus d'une même cellule œuf. Attention de bien faire la différence donc, entre vrais jumeaux et faux jumeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les faux jumeaux, ce sont deux ovocytes qui chacun ont été fécondés par un spermatozoïde différent. Donc on se retrouve bien dans deux bébés avec qui auraient pu être des frères et sœurs. Mais sauf que ça s'est passé au même moment. Donc ça veut dire que la femme a éjecté à un moment donné deux ovocytes donc différents. Chacun ont été effectivement fécondés par un spermatozoïde et donc ont donné deux enfants avec des ADN différents. Par contre, lorsqu'on est en présence de vrais jumeaux, dans ce cas-là, en fait, on a un zygote de départ. Ça veut dire qu'on a effectivement un ovocyte, un spermatozoïde qui ont donc fusionné. Et à un moment donné, lors de la division cellulaire, on voit qu'il y a un amas de cellules qui s'est en fait détaché des autres cellules. Et donc là, effectivement, eh bien, ces deux tas de cellules, entre guillemets, vont continuer à se développer et donc former deux enfants donc génétiquement identiques et donc qui auront exactement le même ADN. Alors attention ici, ce que je veux vraiment spécifier, c'est pas parce qu'on a le même ADN qu'on va penser pareil, qu'on va avoir tout pareil. Il faut savoir qu'il y a une partie de nos gènes, etc., qui vont nous aider dans la vie à avoir les yeux comme ci, les cheveux comme ça, etc. Mais il faut savoir que des vrais jumeaux vont vivre des expériences complètement différentes. Admettons que deux enfants pleurent, deux vrais jumeaux pleurent beaucoup, ou un pleure un peu plus que l'autre parce qu'il a peut-être un peu plus de coliques ou ce genre de choses. Eh bien, peut-être que sa maman va le prendre plus souvent parce qu'il pleure plus, et donc il va avoir une perception déjà de la vie même à un âge très très bas, différente de l'enfant qui pleure peut-être moins et donc qui est peut-être moins pris dans les bras. Ensuite, ces enfants, ils vont aller à la crèche, ils vont peut-être être placés à côté de d'autres enfants, ils vont avoir donc des affinités différentes et donc au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont vivre des expériences différentes et donc ils vont encoder l'information dans leur cerveau de façon différente, ce qui va en faire deux individus différents. Alors je vous donne un autre exemple. Admettons que, je sais que c'est pas possible, mais admettons qu'un jour l'école vous donne à tous un ordinateur et c'est exactement le même, donc la même marque, les mêmes composants, enfin bref, c'est pile poil le même ordinateur. Donc vous imaginez, toute l'école reçoit un ordinateur, ça nous fait environ 400 ordinateurs et vous l'utilisez pendant un an, c'est le vôtre. Et donc voilà, vous l'utilisez donc pendant un an. Ensuite, cet ordinateur, eh bien, on va reprendre votre ordinateur au mois de juin, vous allez l'allumer et on va le disposer sur des tables. Et puis, on va demander aux 400 élèves de retrouver avec certitude leur propre ordinateur. Eh bien, normalement, vous devriez tous le retrouver sans aucune difficulté. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être mis un fond d'écran différent, vous avez mis des programmes différents, vous avez peut-être mis des autocollants dessus. Enfin bref, vous l'avez donc personnalisé et donc cet ordinateur va être complètement différent de l'ordinateur du voisin. Pourtant, au niveau base, au niveau structurel, c'est exactement le même ordinateur. Eh bien, avec les vrais jumeaux, c'est ce qui se passe aussi. On a une base commune, architecturale commune, mais après les expériences, etc., vont faire que chaque jumeau va évoluer différemment.